Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal dont voici les titres. Dans l'actualité ce dimanche, le sommet islamo-arabe américain, le président de la République Faure Issozimna Gnassingbé est en Arabie Saoudite où il prend part aux travaux axés sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont également présents à cette réunion de haut niveau à Riyad, en Arabie Saoudite. Réunion préparatoire des experts de l'UEMOA sur la 8e conférence des ministres en charge de l'emploi. Cette rencontre se tiendra du 26 au 28 juillet prochain à Lomé. Thème retenu, mutualisation des ressources et des outils de formation et de promotion de l'emploi, d'âge de l'insertion et de la mobilité professionnelle dans l'espace UEMOA. Les conclusions dans ce journal. Et puis après 3 ans d'existence, l'heure est au bilan pour le FNFI, Fonds national de la finance inclusive à 5KC dans la région des Savanes. Les bénéficiaires ont été sensibilisés par la même occasion pour le remboursement de leur crédit. Voilà pour les titres. Le sommet islamo-américain se tient à Riyad, en Arabie Saoudite. Le président de la République Faure Issozimna Gnassingbé y prend part. Au cœur des discussions, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et bien d'autres préoccupations. Et c'est la première rencontre entre le 45e président des États-Unis et le monde arabo-musulman depuis son élection à la Maison-Blanche. Je vous propose d'abord l'arrivée du chef de l'État à Riyad, en Arabie Saoudite. Joseph Amigo. Le sommet arabo-islamo-américain s'ouvre cet après-midi à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette rencontre de haut niveau verra la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président Faure Issozimna Gnassingbé. Le chef de l'État togolais est arrivé ce samedi à 20h45 heure locale à Riyad, en Arabie Saoudite, où il va prendre une part active à ce sommet arabo-islamo-américain dont les travaux débutent à 10h heure de Lomé, soit à 13h à Riyad. Une rencontre qui sera axée sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Les défis sécuritaires interpellent aujourd'hui les dirigeants de la planète et ce déplacement du président Faure Issozimna Gnassingbé en Arabie Saoudite s'inscrit parfaitement dans la dynamique de réforme engagée au sein des forces de défense et de sécurité au Togo. À Riyad, le président Faure Issozimna Gnassingbé va rappeler la position du Togo face à l'extrémisme et au terrorisme. Le dialogue pour le chef de l'État togolais est l'unique voie pour la paix au Moyen-Orient. La participation du Togo s'explique par le fait que le pays est membre de l'organisation de la conférence islamique OCI. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international royal ici à Riyad par les autorités saoudiennes. Et le sommet arabo-islamo-américain s'est donc ouvert cet après-midi à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président Faure Issozimna Gnassingbé s'est penché sur le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme. Les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de construire un monde de paix, un monde de dialogue. Un dialogue sur lequel le chef de l'État Faure Gnassingbé appelle tous les dirigeants de la planète à œuvrer à sa préservation et à sa construction, surtout au Moyen-Orient. Le
président américain Donald Trump a également pris la parole pour donner sa vision d'un monde de paix débarrassé de violence. Et on va revenir sur les images dans le courant de cette édition. Donald Trump s'est donc exprimé à Riyad devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Pour le président des États-Unis, la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre religions, c'est une bataille entre le bien-être et le bien et le mal. Le premier grand discours du président Trump au monde musulman. Regardez. Alors qu'une lecture du Coran sonne le début de la conférence, Donald Trump se remémore-t-il tout ce qu'il a déclaré et écrit de ravageur et controversé sur la religion que pratique la totalité de ces chefs d'État qui lui font face. Mais qu'importe, aujourd'hui les dirigeants saoudiens et américains ont un intérêt supérieur, ou plutôt un ennemi commun qui les unit. Le régime iranien a été le fer de lance du terrorisme global depuis la révolution de l'ayatollah Khomeini jusqu'à maintenant. Après l'annonce par le souverain saoudien de la création à Riyad d'un centre global pour combattre l'idéologie extrémiste, Donald Trump entame un discours écrit, ironie de l'histoire, par le conseiller qui avait rédigé le célèbre décret anti-immigration annulé par la justice. Mais aujourd'hui, l'Amérique s'adresse au monde musulman en ami. Je me tiens devant vous en tant que représentant du peuple américain pour vous délivrer un message d'amitié, d'espoir et d'amour. Mais douces paroles ont un prix pour Donald Trump, celui de l'engagement fort contre l'extrémisme. C'est un choix entre deux futurs. Et c'est un choix que l'Amérique ne peut pas faire pour vous. Un meilleur futur est toujours possible si vos nations chassent le terrorisme et les extrêmes. Chassez-les. Chassez-les de vos lieux de culte. Chassez-les de vos communautés. Chassez-les de vos lieux saints. Mais pas d'usage de la part du président américain du terme terrorisme islamique radical, une formule phare de sa campagne qui avait fait grincer des dents dans le monde musulman. Rattrapé par la réalité du pouvoir, Donald Trump n'a peut-être pas fait illusion, mais il n'a pas fait scandale non plus. Et en marge du sommet arabo-islamo-américain, le chef de l'État a reçu le président sénégalais Macky Sall. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre les deux pays, la paix et la sécurité régionale sur le continent africain et dans le monde. Et je voulais annoncer un titre, le Togo va abriter du 26 au 28 juillet prochain la 8e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Mais bien avant, une réunion préparatoire des experts et autres acteurs s'est tenue pour permettre aux ministres concernés de prendre de nouvelles décisions et des engagements idoines pour le monde de l'emploi. Les conclusions avec Luc Assi et Sylvain Abdou. Le taux de chômage enregistré dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ne cesse de s'accroître, surtout avec le nombre de nouveaux diplômés qui s'augmente. L'espace permanent de concertation des ministres chargés de la formation professionnelle fait tout pour faciliter l'employabilité et l'insertion des jeunes. En prélude à la 8e conférence des ministres de cette plateforme qui se tiendra à Lomé, les experts ont planché sur les thématiques qui seront à l'ordre du jour. Il a été question de préparer le lancement
officielle d'une plateforme de mutualisation des ressources de formation professionnelle et des outils de formation professionnelle dans l'espace mois. En d'autres termes, Lomé est un grand rendez-vous et qui va marquer un nouveau départ pour le cadre de concertation, parce que nous aurons la chance et l'avantage de valider en juillet prochain à Lomé le lancement officiel de cette plateforme des ressources et des outils de la formation professionnelle. Cette réunion préparatoire n'est que la première d'une série pour une parfaite réussite de la 8e conférence. Elle permettra également de réfléchir à la mise à jour des curricula pour une adéquation de la formation emploi. Le ministère du Développement à la base poursuit sa tournée de sensibilisation pour évaluer la mise en œuvre des différents projets et programmes à son actif. Une visite de terrain à Saint-Cassé pour faire le bilan après 3 ans d'existence du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, dans cette localité. Les bénéficiaires ont été sensibilisés pour le remboursement des crédits qui leur ont été octroyés. Et Soham Théouté. Ici à Saint-Cassé, l'activité commerciale est florissante. Dans cette ville frontalière au Burkina Faso, la gente féminine se veut très active et peut compter sur les efforts du gouvernement. La mise en place depuis 2014 du Fonds national de finance inclusive permet aux couches vulnérables de participer à l'activité économique à travers des activités génératrices de revenus. 3 ans après, voici les témoignages. J'ai pris 30 000. 30 000 que j'ai pris là, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a donné les avantages beaucoup. Aujourd'hui, je suis bien. J'ai nourri mes enfants à l'école. J'ai fait mon enfant et parti à l'école. Je suis pauvre, j'ai sorti dans la pauvreté. Vraiment, j'ai sorti dans la pauvreté. Maintenant, je suis bien assis à Saint-Cassé. Je suis première dame à Saint-Cassé. Pour le NFI, j'ai pris 30 000. J'ai payé carrément. On m'a donné encore jusqu'à 3 fois ça que j'ai pris. Je n'ai pas de vélo, mais j'ai vu mon taux. C'est pour les NFI que j'ai trouvé mon taux pour plaider. C'est pour les NFI que j'ai sorti pour parler français. C'est pas comme ça. Avant, là, je ne parle pas le français. Avant les 30 000, on dit que ça n'a pas quelque chose. Mais maintenant, là, on voit que 30 000, là, ça nous aide beaucoup même. Oui, je fais les beignets. Donc, nous avions formé un groupe pour aller prendre ce crédit. Et quand nous avions pris ce crédit, ça nous a beaucoup permis à développer les activités que nous menons. Donc, on a pris la première fois et le groupe a bien payé. On a pris la deuxième fois et on a bien payé. Et nous sommes dans le 3e tour. Et nous demandons aux autres femmes de bien payer pour que les autres puissent en bénéficier. Une fois que nous prenons de l'argent et que nous ne remboursons pas, nous n'allons pas permettre nos camarades qui sont à la maison, qui ont besoin de l'argent aussi pour mener une activité, à le faire. Certaines femmes n'ont pas compris l'idée qui sous-tend cette initiative du chef de l'État, à savoir lutter contre la pauvreté. D'où cette séance de sensibilisation et de bilan. Les 3 produits du FNFI ont été servis aux populations, à savoir l'APSEF destiné aux paysans, la GISEF pour les jeunes et la GRISEF pour les agriculteurs. De 2014 à 2016, on compte à Saint-Cassé 718 000 bénéficiaires. Comment amener les bénéficiaires du FNFI, Fonds national de la finance inclusive, à rembourser
rembourser leur crédit. Des stratégies sont mises en œuvre dans ce sens, notamment des séances de sensibilisation pour leur faire comprendre qu'il est très important de rembourser les fonds qui leur ont été octroyés pour que d'autres puissent en bénéficier. Et Soham Teuté. Sur les 718 000 demandeurs à 5KC, le Fonds national de finances inclusives FNFI a déboursé 713 millions de francs CFA et recouvré 502 millions, soit un taux de remboursement de 95%. Ce taux correspond à celui de la moyenne nationale établie également à 95%. Le succès enregistré dans la restitution de ces fonds est lié au dynamisme des groupements des bénéficiaires. Dans le cadre de FNFI, nous essayons d'organiser les femmes en groupement et pour les conduire maintenant vers les microfinances pour qu'ils puissent avoir l'accès au crédit. Et bien avant ça, parce qu'il faut élire d'abord le bureau de ce groupement, y compris il y a le président, la secrétaire, le trésorier et les deux conseillers. En cas de non-remboursement, c'est-à-dire que c'est le bureau de ce groupement-là vont vers celle-là qui n'arrive pas à rembourser pour voir quelle difficulté elle a et elle n'arrive pas à rembourser. Et si elle explique bon, que c'est un cas, un incendie qui est arrivé, ou bien il y a eu accès de vol, c'est-à-dire que tout le groupement contribue individuellement à son nom, parce que selon son cas, et maintenant aller rembourser. Donc c'est comme ça on a commencé, et que d'autres ont commencé à comprendre que c'est bon, et d'autres quartiers encore moins invités, et je suis allé les organiser, et maintenant c'est comme ça, ici, que notre canton de 5KC, on a évolué. La stratégie a permis d'amoindrir les difficultés de recouvrement des microfinances. Entre les femmes et les microfinances, quand le délai arrive pour les remboursements, dans les microfinances me touchent et que j'appelle la présidente pour leur dire ici, la semaine prochaine, préparez-vous pour le remboursement. Et maintenant quand je les appelle, ils se retrouvent. Et d'ailleurs même, avant ça même, elles se regroupent par semaine. Si chaque samedi, mais chaque lundi, elles se regroupent pour faire des cotisations parallèles entre elles. En cas de non-remboursement, elles vont payer cette somme-là pour rembourser, pour combler le trou. En attendant, celle-là qui a eu du retard de remboursement, qui puisse rembourser encore dans le groupe. Et maintenant, vers ces microfinances, donc quand je conduis ce groupement vers le microfinance, ils n'hésitent plus. Parce qu'au cas de non-remboursement, les microfinances ne se déplacent plus pour aller encore vers ces femmes-là. Mais ils me touchent. Et à moi et le groupement, on va voir maintenant comment faire pour pouvoir rembourser, pour que ce groupement reste toujours digne, quoi. Les échanges du Togo avec l'extérieur sont essentiellement marqués par des produits comme le café, le cacao, le coton et certaines ressources minières, notamment le phosphate et le clinker. En 2015, par exemple, la situation économique du Togo a été marquée par la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires, d'un port de transbordement et d'une darse au port autonome de Lomé. La campagne agricole, quant à elle, a été relativement satisfaisante grâce à la poursuite de la mise en œuvre du Programme national d'investissement et de sécurité alimentaire PENIASA. Ces différentes politiques de l'État ont engendré au plan national un déficit structurel de la balance commerciale sur la période 2011-2015. Au niveau de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a publié cette semaine les comptes extérieurs de 2015. On note un déficit structurel de la balance des paiements. À quoi cela est dû et quelle alternative pour y remédier? Les explications avec Ekwe Sala et Rachel Aoukou. Les échanges du Togo avec l'extérieur sont essentiellement marqués par des produits comme le café, le cacao, le coton et certaines ressources minières, notamment le phosphate et le clinker. En 2015, par exemple,
La situation économique du Togo a été marquée par la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires, d'un port de transbordement et d'une darse au port autonome de Lomé. La campagne agricole, quant à elle, a été relativement satisfaisante grâce à la poursuite de la mise en œuvre du Programme national d'investissement et de sécurité alimentaire PNIASA. Ces différentes politiques de l'État ont engendré au plan national un déficit structurel de la balance commerciale sur la période 2011-2015. Au niveau de la balance des transactions courantes, c'est-à-dire quand on prend la balance commerciale, quand on prend la balance des services, la balance des dons et autres, nous enregistrons un déficit qui est structurel. Et le déficit s'est encore aggravé en 2015, mais cela peut s'expliquer par le fait que en 2015, il y a eu des importations massives de biens d'équipement. Parce que, comme vous le savez, le Togo s'est engagé dans un processus de développement des infrastructures de base. Et ces infrastructures de base-là impliquent qu'il y ait des importations d'équipements. Donc, ça a contribué à aggraver le déficit commercial, d'autant plus qu'au niveau des exportations de biens, des exportations de marchandises, il n'y a pas eu une progression en tant que telle. Bien au contraire, les exportations en quantité ont baissé. Loin d'être une situation irrévocable, le Togo peut toutefois corriger ce déficit. Et pour cela, il doit déjà commencer par mettre en œuvre un certain nombre de recommandations. Il y a des efforts à faire pour renverser cette tendance-là. Et ces efforts peuvent consister dans un premier temps à diversifier les produits qui sont exportés. Parce que sur plusieurs années maintenant, nous constatons que la structure de nos exportations n'a pas changé. C'est toujours les mêmes produits que nous exportons. Le café, le cacao, le coton, les phosphates. Et ces produits-là, pour peu que les cours au plan international baissent, ça entraîne également une baisse des exportations. Donc nous pensons qu'il est temps qu'on puisse diversifier les produits que nous exportons. Le secteur privé doit pouvoir développer des stratégies concurrentielles, doit pouvoir chercher à adapter son offre à la demande au plan international, doit pouvoir chercher à faire en sorte que les produits qui sont commercialisés au plan international répondent à la qualité. Donc améliorer les outils de production, améliorer les coûts de production pour que dans l'ensemble, nous puissions renverser la situation déficitaire que nous traversons depuis maintenant un certain nombre d'années. Il est aussi important pour les opérateurs économiques togolais de revaloriser le secteur privé, un véritable acteur dans les relations économiques et financières avec l'extérieur. Le Togo devrait également réduire les importations des produits de consommation en mettant l'accent sur la transformation des produits locaux. Le Conseil national du patronat du Togo a rendu visite à son institution sœur du Bénin, une occasion pour les deux structures d'échanger sur la situation économique de leurs pays respectifs et de proposer des pistes de réflexion pour consolider leurs relations de coopération afin de faire évoluer leurs échanges commerciaux. Luc Assi, Christine Pechekialoude. La facilitation des échanges commerciaux entre les acteurs du secteur privé et la libre circulation des biens et des personnes était au cœur des échanges entre la délégation du Conseil national du patronat du Togo et celle du Bénin. Une rencontre qui vient sceller un partenariat entre les deux institutions. L'objet de cette rencontre est d'initier une nouvelle dynamique de coopération entre nos deux organisations patronales sœurs. Ce qui en fait va de soi, compte tenu de notre proximité géographique et de l'environnement économique similaire de nos deux pays. Elle permettra d'instaurer un benchmarking
Cette nouvelle ère de collaboration va favoriser des consultations dont la finalité est le développement du commerce, de l'industrie et de l'entrepreneuriat dans les deux pays. Ils nous ont fait l'amitié, l'honneur de nous rendre visite et puis nous avons échangé sur l'ensemble des difficultés auxquelles les patronats en Afrique en général sont confrontés, notamment le patronat du Bénin et du Togo, étant donné que nous, depuis une dizaine d'années, nous avons quand même essayé de mettre en place une certaine organisation. Ils ont souhaité s'inspirer de ce que nous faisons et de voir dans quelle mesure le patronat du Bénin peut leur apporter un certain nombre de solutions aux difficultés. Cet espace d'échange va permettre la mise en œuvre des activités des deux institutions avec pour ambition de s'étendre aux autres pays de l'UEMOA. Ceci afin d'activer la dynamique autour des produits tels que le café, le cacao et le coton. Voilà, on revient donc sur le sommet arabo-islamo-américain qui s'est ouvert cet après-midi à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président Faure Gnassingbé s'est penché sur le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme. Les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de construire un monde de paix, un monde de dialogue, un dialogue sur lequel le chef de l'État Faure Gnassingbé appelle tous les dirigeants de la planète à œuvrer à sa préservation et à sa construction, surtout au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a également pris la parole pour donner sa vision d'un monde de paix débarrassé de violence. On en vient au Ashkroun, au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale avec la fin de la tournée régionale de sensibilisation à Tévié. Population et victimes de 3 préfectures, Yoto, Ave et Zio, ont été entretenues sur le déroulement du programme de réparation des dommages liés aux violences politiques de 1958 à 2005. Silvera Abdou. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale compte mettre tout en œuvre pour apaiser les cœurs. Mais il faut préparer les esprits. C'est ce qui motive cette série d'informations apportées par le Ashkroun et suivant les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il s'agit donc d'expliquer aux populations comment se fera cette phase de réparation et les personnes concernées par ce processus. Il y a une première étape qui est l'étape d'information. C'est ce qui est en cours. La deuxième étape, c'est l'étape de purification. Puisque la CVJR estime que ce n'est pas seulement les individus qui ont été victimes, mais c'est tout notre sol, c'est tout le Togo qui a été souillé. Donc il y a la deuxième étape qui est l'étape de purification et puis la troisième étape qui est l'étape de réparation. Bon, tout ce qu'il faut souhaiter, c'est que les choses s'enchaînent. Certaines personnes vivent avec douleur les séquelles des événements qui se sont passés et souhaitent que on fasse vite pour que le processus de réparation puisse arriver à son terme. Le programme de réparation élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et mis en œuvre par le Ashkroun a réparti les victimes en 3 catégories conformément aux événements sociopolitiques. Et ce sont les victimes de 2005 qui sont concernées à cette étape du processus. Elles sont 2475 victimes sur les 22 415 enregistrées. Pourvu que le travail qu'il veut faire soit fait en toute
franchise. Ce que nous avons vécu dépasse notre taille. C'est quelque chose qui a eu des conséquences néfastes, non pas seulement sur ma personne, mais franchement, ça détruit ma progéniture, mes enfants. Si Ashkroum peut arriver à réparer les préjudices qui m'ont été causés, ça va quand même nous arranger. Cette volonté affichée par le gouvernement va permettre d'instaurer un climat de confiance, de pardon, afin que soit tournée cette page sombre de l'histoire et d'envisager le développement du pays dans une dynamique participative et inclusive. La campagne cotonnière 2017-2018 se prépare au Togo. Les principaux acteurs de cette filière ont tenu une séance de travail pour faire une évaluation des récentes campagnes et dresser un bilan de la campagne de collecte. Pour la saison 2017-2018, ils ont fixé la barre à 160 000 hectares d'emblavure pour une production de 160 000 tonnes. Nestor Mouzou. Dans la vision stratégique de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, la production à atteindre en 2022 est de 200 000 tonnes. Déjà de campagne, que les acteurs de la filière cotonnière font des efforts en vue de relever ce défi. La saison 2016-2017 a permis de réaliser un peu plus de la moitié de la barre fixée, soit 108 000 tonnes. Dans l'espoir que la nouvelle campagne sera meilleure, la NSCT, les producteurs et les services techniques du ministère de l'Agriculture se sont retrouvés à Kara pour justement la préparer. Tous mobilisés pour une augmentation et une optimisation de la production cotonnière à partir de 2017-2018 est le thème soumis à la réflexion. Mais déjà, la NSCT estime que certains indicateurs augurent une bonne saison. Nous assistons à une campagne où le prix du coton graine a connu une réévaluation à 240 francs pour passer donc de 230 à 240 francs, soit une augmentation de 10 francs, mais le prix des intrants a connu à plusieurs niveaux une réduction. Tout ceci pour motiver les producteurs à optimiser l'utilisation de ces intrants pour une bonne productivité. Au-delà de cela, autre mesure d'accompagnement, c'est le partenariat noué avec certaines structures qui bénéficient de l'appui du FNFI pour essayer de soutenir ces producteurs valeureux en crédit intrant vivrier. L'attraction animale à travers son équipement qui a été lancé est également de nature à améliorer la force de travail des producteurs. Cerise sur gâteau, cette campagne se passe sous le signe de la récompense des meilleurs producteurs et des meilleurs groupements. Cela signifie que c'est une campagne qui est une campagne de compétition. Et je pense qu'il y a tous les ingrédients nécessaires pour que les 160 000 hectares pour 160 000 tonnes puissent être réalisés à condition, bien sûr, comme c'est une agriculture soumise aux conditions de la nature, que Dame Nature nous accompagne. Première culture de rente, quatrième produit d'exportation. Le coton représente pour le Togo une culture stratégique. Les cotonculteurs en sont conscients, ils comptent redoubler d'efforts. Cette campagne, nous sommes en train de nous remobiliser et redoubler les efforts à tout niveau pour que nous puissions quand même être proches de notre vision stratégique, j'allais dire de la production que nous sommes assignés en adoptant notre vision stratégique qui est de 200 000 tonnes. Nous venons de finir une
journée de sensibilisation et de mobilisation au niveau national où il y avait l'engouement total et l'adhésion de tous les participants. Donc, ce qui nous rassure, que les producteurs sont prêts à produire. Tout ce que la direction technique de la nouvelle société cotonnière devait faire, tout est en ordre actuellement. Le ministre de l'Agriculture a fait parvenir aux participants à cette rencontre sur le coton un message dans lequel il salue l'ambition affichée pour la campagne 2017-2018 qui est d'emblaver 160 000 hectares pour 160 000 tonnes de coton en graines. Il les rassure qu'il sera attentif aux résolutions et recommandations qui seront issues des travaux. La communauté internationale a célébré le 18 mai dernier la journée des musées, thème 2017, musées et histoire douloureuse, thème qui met en évidence le rôle essentiel des musées comme promoteur de la libre circulation des idées et des connaissances, contribuant à une société plus éclairée. Des rencontres sont organisées à ce propos au Togo, dont des journées portes ouvertes. Voyons ce qu'il en est à Kara avec Nestor Mouzou. Lieu public où sont rassemblées des collections d'objets d'art ou des pièces présentant un intérêt historique, scientifique et technique, les musées ont une journée qui leur est consacrée à travers le monde. C'est celle du 18 mai de chaque année. Occasion de sensibiliser le public sur l'importance de ces instruments reconnus comme moyen de traçabilité de l'histoire des peuples. Cette année, la Journée internationale des musées est à sa 40e édition et à chaque édition, son thème. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est musée et histoire douloureuse. Dire l'indicible dans les musées. Le thème a été axé sur la traite des esclaves. Vous avez vu un tableau avec les esclaves enchaînés. Donc, lorsque vous venez, vous trouvez nos objets et nous vous disons que voilà, c'est comme ça que nos parents ont été traités. C'est pour que vous ayez en idée que plus jamais ça. Du 18 au 24 mai, le musée régional de Kara organise des journées portes ouvertes. Une aubaine pour les étudiants en histoire de l'université de Kara pour prendre d'assaut le lieu. L'histoire et l'archéologie se nourrissant des vestiges et donc du patrimoine matériel souvent retrouvé dans les musées. Il est donc important qu'en plus des cours théoriques, les étudiants confortent leurs connaissances avec l'observation tangible. Le thème pour lequel nous sommes venus ici sont intitulés Archéologie et culture matérielle. Les collections expriment des parties importantes de la vie matérielle de nos ancêtres, de nos aïeux. Ces enseignements sont dispensés pour que ces jeunes aient envie eux-mêmes de contribuer à la préservation et à la promotion de notre patrimoine culturel matériel qui est dans les musées. Parce que l'opinion publique croit que les musées, c'est comme une sorte de cimetière, on vient mettre les objets morts et tout. Non, les musées jouent un rôle de conservation de la mémoire culturelle, historique des peuples. Le musée régional de Kara a été mis en place en 1984. Au départ ethnographique, il a évolué et reçoit aujourd'hui des collections diverses. Un petit tour à l'Institut Goethe pour terminer. Un spectacle de musique et de danse traditionnelle y a été organisé. Un message de paix et de cohésion sociale a été véhiculé à travers la musique. Le spectacle Tchobwe avec Dodo Waré. C'était l'échantillon de danse et chant traditionnel du Togo. Le spectacle
spectacle dénommé Tchoboué valorise les rythmes gazo, Agbessé et Agbaja et véhicule des messages de paix, de réconciliation et du vivre ensemble. Le spectacle Tchoboué vient pour réconcilier, pour cerner, pour former un cercle, pour dire c'est ensemble vraiment qu'on peut aller loin. Cette activité culturelle est un espace ouvert au public pour revivre leur culture et partager une joie collective. Ça réveille la tradition, ça suscite à la danse, c'était bien. J'ai vraiment aimé. Tradition, culture et danse sont les points saillants de la compagnie artistique Cardique, dont l'ambition est de promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel du Togo. Elle est accompagnée dans ce terrain par le centre culturel allemand Goethe Institut. Cette soirée est organisée par une compagnie que le Goethe Institut accompagne dans le cadre de l'appel à projet qui a été lancé il y a quelques mois pour la première partie du mois de l'année 2017. Et depuis la semaine passée, il y a un nouvel appel à projet qui est lancé en vue de sélectionner des projets artistiques et culturels. Ce groupe musical composé de 4 personnes a déjà sillonné plusieurs pays de la sous-région pour monter les richesses culturelles du Togo à travers des spectacles riches en couleurs et en sons. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine.